3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui on arrive méchamment dans les choses sérieuses puisque c'est la 4ème partie de mon top 100 all-time que je vous propose. Alors avant d'évoquer un chouette concours avec Rookie Republic en fin de vidéo, c'est du très lourd que je vous annonce avec les places 40 à 21 de mon classement. Bon, je vais essayer de faire bref dans cette intro, même s'il y en aurait des choses à dire. Tous ces trucs, je les aborde déjà dans les anciennes vidéos de cette playlist, mais il y a quand même des éléments qu'il est bon de rappeler. Déjà, sachez que je produis ce contenu sur les recommandations de Trash Talk qui motivaient un max de monde à faire comme eux sur le YouTube FR. Ensuite, sachez que pour élaborer ce classement extrêmement difficile à réaliser, je n'évalue pas que le niveau pur et dur d'un joueur sur le terrain, mais bel et bien la gritness. Celle-ci prend en compte ce level, bien évidemment, mais pas que. L'influence sociale et culturelle ainsi que l'héritage laissé par un joueur sur la ligue ont aussi une immense valeur à mes yeux. Franchement, ça c'est méga important de s'en rendre compte pour comprendre mon classement. Après, même si j'essaye un maximum d'être objectif, un tel top est subjectif, j'en suis bien conscient. Personne ne peut avoir le même que le mien, ce serait limite inquiétant d'ailleurs. Chacun hiérarchise les critères à sa façon, selon sa personnalité, selon sa sensibilité. Pire encore, un argument valable pour un joueur pourra peut-être l'être beaucoup moins pour un autre. Car ouais, le contexte global est également un indicateur essentiel pour moi. Donc c'est clair, il y aura des blasphèmes pour certains et c'est normal. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait si on avait tous la même vision du basket. Par contre, j'y tiens, keep calme et gardez en tête une chose. Tout est discutable, mais s'il y a un truc que vous ne pouvez pas remettre en question, c'est le sérieux dont j'ai fait preuve pour élaborer ce top. Que vous soyez d'accord ou pas avec les places que je vais donner, sachez quand même que j'y ai passé des heures et que chaque carrière des joueurs que je vais citer, je les ai épluchés jusqu'au sang à travers les années. Les choix que j'ai faits, je suis tous capable de les assumer et ne pensez pas que c'est parce que j'ai oublié de prendre en compte tel ou tel paramètre ou que c'est dû complètement au hasard. C'est juste que probablement je donne moins d'importance à un critère que vous, ou alors plus d'importance à un autre. J'ai le droit, non ? Du coup, ça s'enchaîne bien avec le truc le plus important de mon intro selon moi, et avec ça je rigole pas. Des désaccords entre vous, entre nous, il y en aura, des débats aussi, et en vrai je trouve ça tellement riche. Enfin pas toujours en fait. Personne ne peut avoir la prétention de détenir la vérité absolue dans un tel top. Je veux bien que vous vous preniez pour un Einstein du basket, mais Einstein c'est un scientifique, pas un philosophe. Il ne donnait absolument pas son avis sur des choses aussi subjectives que celles que j'aborde aujourd'hui. Bleh. Donc please, arrêtez de vous sentir supérieur aux autres, évitez les commentaires style PTDR c'est n'importe quoi sans aucun argument, pour moi ça veut rien dire, mais surtout vos insultes vous voulez garder. Après déjà c'est cool, il y a quasiment pas eu de trucs de ce style lors du dernier épisode et ça ne concerne qu'une toute petite minorité d'entre vous, mais à mes yeux ça me semble tellement important ce truc que je le répéterai à chaque fois. On peut clairement débattre et être en désaccord sans être dégradant, sans être insultant. Pour la première fois de ma vie dans cette playlist, j'ai dû supprimer des coms et je vous jure que c'est pas un plaisir, j'espère ne jamais avoir à refaire ça. Ici on a tous la même passion et j'arrive pas à concevoir que des fans NBA puissent se tirer dans les pattes comme ça. On est entre potes et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que ça changera. Franchement, que vous soyez ok avec moi ou non, tous les fans NBA, soyez sûrs d'une chose. Je vous aime tous et j'espère que vous vous aimez tous entre vous aussi. Alors, peace and love. Et enfin, relativisez un peu. Même si vous êtes déçu de ne pas voir apparaître votre joueur préféré plus haut, dites-vous que c'est déjà tellement épique d'apparaître dans un top 100 all-time d'une ligue qui a plus de 70 ans. Tous les joueurs que je cite sont d'énormes légendes et je possède un immense respect pour eux. Et c'est pas parce que selon vous je l'ai mis trop bas que ça changera. Voilà, décidément j'arrive pas à être concis dans ces intros, mais tous ces éléments me semblaient essentiels afin que chacun puisse débattre dans les règles. Je vous affiche désormais le récap des 60 premières places que j'ai déjà dévoilées à travers les épisodes précédents. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez prendre le temps d'analyser tout ça. Et puis si vous voulez plus d'infos sur le pourquoi du comment, il vous suffit d'aller checker les épisodes concernés. Je vous mets une petite pastille pour ça là-haut. Sachez également que je vais utiliser pas mal de petits pictos pour illustrer le palmarès des joueurs. Si vous voulez la légende de chacun d'eux, c'est dans l'épisode 1 que ça se passe. Certains abonnés super cool ont même mis le timecode dans un com que j'ai épinglé. Bref, c'était long hein, je suis désolé, mais je crois qu'on est bon, vous savez tout. C'est parti pour le reveal des places 40 à 21 de mon top 100 all-time en 2020. Avec la place numéro 40, je commence fort avec Russell Westbrook, le gars qui a le plus fait ruer dans les brancards sur Instagram depuis le début de mon top 100. Entre ceux qui me disaient qu'au vu de ses stats, il était beaucoup trop bas, et les autres qui me disaient qu'un tel croqueur ne pouvait pas être aussi haut, il y en a eu des mécontents. C'était rigolo, il me suffisait de prendre les arguments des uns pour répondre à ceux des autres. Le marsupilami est définitivement l'un des joueurs qui divise le plus, mais selon moi, vous avez tous raison. Individuellement, Russell Westbrook est un monstre. 3 saisons consécutives en triple-double de moyenne, 11 matchs de suite en triple-double, des 3D à plus de 20-20-20,
80, d'autres à 100% au tir, c'est légendaire. Du jamais vu en NBA. Par contre, ouais, il y a des choses chez lui qui dérangent forcément. Déjà, je veux parler de son incapacité à mener son équipe vers un deuxième tour de playoff en tant que franchise player, et ce, malgré la présence de Paul George à ses côtés. Il y a aussi la manière qu'il a eu par le passé de complètement s'oublier en défense parfois pour aller choper des rebonds. Je comprends clairement que ça puisse déplaire. Il peut créer le sentiment de ne pas rendre ses coéquipiers meilleurs et même l'impression de penser à ses statistiques personnelles avant la victoire. J'avoue que c'est frustrant tout ça. Alors perso, je ne pense pas être un fan aveugle, mais je ne pense pas non plus être un hater. Westbrook est juste un joueur pour lequel j'éprouve un immense respect, qui a d'incroyables forces mais aussi de vraies failles. Et au final, même s'il y aura des désaccords dans les deux sens, tous les avis contraires que j'ai reçus à propos de cette place 40 me laissent penser que ce range est le bon pour The Brody. Pour la place numéro 39, évoquons Clyde Drexler et son parcours loin d'être banal. Élevé notamment par un beau-père alcoolique, le gamin voit ensuite à 11 ans son beau-frère assassiné par la police. Dur. Il se met ensuite à fond dans le sport et notamment le basket. À 14 ans, il est déjà très grand, il mesure 1m95, mais son manque de coordination lui ferme des portes. C'est finalement grâce à la pratique des arts martiaux qu'il gommera ce problème et développera une détente ahurissante si utile pour la suite de son parcours. Lors de son arrivée en NBA à Portland, Drexler quitte pour la toute première fois depuis ses 3 ans la ville de Houston dans laquelle il a grandi. Cet éloignement est difficile et ses débuts compliqués, pas cool. D'autant plus que par la suite, durant toute sa carrière, The Glide aura souffert de la comparaison avec un certain Michael Jordan. Son jeu aérien, tout en grâce, en puissance, mais aussi en agressivité défensive, était effectivement en tout point comparable avec celui de MJ. Mais rien à faire, Drexler aura toujours évolué dans l'ombre de Issernes. La saison 1991-1992 en est d'ailleurs le plus gros symbole. Clyde termine deuxième dans la course au MVP derrière Jordan et échoue contre lui ensuite lors des finales NBA. Et ouais, pas de bol de connaître son prime à cette période. Mais bref, cela ne l'empêchera pas d'appartenir à la mythique Dream Team de 1992, d'être 10 fois All-Star et même de remporter un titre en fin de carrière en 1995 aux côtés de son ami d'enfance Hakeem Olajuwon. Souvent sous-coté, Drexler mérite amplement pour moi sa place dans le top 40. Vient maintenant pour la place numéro 38, l'heure d'évoquer un nouveau joueur actuel qui, comme d'habitude, a divisé, Kawhi Leonard. Comme d'hab pour les joueurs contemporains, certains l'ont trouvé trop haut, certains l'ont trouvé trop bas. C'est là que je vois que chacun a une sensibilité particulière à certains critères et d'autres non. Je trouve ça passionnant en vrai de voir comment vous percevez ça. Mais bref, revenons à Kawhi et sachez déjà que l'an dernier, la façon qu'il a eu de porter les Raptors jusqu'au titre lui a forcément fait faire un bond dans ce classement. Avec The Claw, qui n'a que 9 saisons d'ancienneté dans la ligue, dont seulement 4 au-dessus des 20 points de moyenne, nous disposons d'ores et déjà de l'un des tout meilleurs two-way players de l'histoire. Assassin au sang-froid, durant sa carrière, il est peu à peu passé du statut de défenseur d'élite, capable de remporter des distinctions, à celui de vrai franchise player adulé par toute une ville. Son palmarès individuel et collectif en ferait baver beaucoup, et je n'ai même pas parlé de son titre avec les Spurs en 2014, agrémenté du trophée de MVP des finales. Maintenant, et malgré tous ses accomplissements super importants, impossible de le mettre plus haut pour moi. Depuis sa blessure et son clash avec le management des Spurs, le gars est un peu devenu le roi du load management en saison régulière. Voilà maintenant 3 ans qu'il n'a pas dépassé le seuil des 60 matchs et c'est vraiment frustrant parce que ouais, Kawhi a vraiment le level pour se classer plus haut dans le futur. Pour ça, selon moi, il faudra faire preuve de davantage de longévité, mais aussi de davantage d'implication en saison. Alors je comprends l'idée de s'économiser pour les playoffs, pas de souci. Mais certaines superstars, soyons clairs, ont bien réussi à cumuler les deux, record en playoffs et récompense en saison. C'est pour moi tout ce qui manque à Kawhi pour grimper encore dans mon top 100 all-time. Let's go pour la place numéro 37 avec ce bon vieux Jason Kidd, un gars que je respecte énormément pour son immense faculté à rendre meilleures toutes les équipes par lesquelles il passe. Extrêmement complet, il pouvait défendre, prendre des rebonds, jouer vite et surtout servir les intérieurs grâce à une qualité de passe à en réveiller un mort. Sa bounce pass signature, franchement, elle m'a fait kiffer et je me rappelle encore avec beaucoup d'émotion ses playoffs 2007 conclus sur un triple-double de moyenne. Son QI basket n'a pas d'égal, ou presque, et Jay Kidd, même s'il n'est pas un scoreur, est LE joueur collectif par excellence. Le mec est le deuxième meilleur passeur mais aussi le deuxième meilleur intercepteur all-time derrière John Stockton, c'est juste un truc de ouf. Finaliste malheureux en 2002 et en 2003 dans des teams où personne ne dépassait les 19 points par match, le meneur a finalement atteint le Graal en fin de carrière avec les Mavericks en 2011. Je me rappellerai essentiellement de lui comme le prototype du joueur altruiste et polyvalent. Avec un vrai côté scoreur et davantage de récompenses individuelles, il aurait sûrement pu se classer plus haut. Mais en fait, j'en sais rien, car aurait-il été aussi efficace dans son rôle en marquant 20 points par match? Difficile à dire. Ce range 37 me convient donc très bien. En 36, je veux maintenant vous parler de Kevin McHale, le géant vert. Grâce à une incroyable poussée de croissance datant du lycée, le faisant passer en quelques mois de 1m75 à 2m08, il a très vite dominé en développant très tôt son jeu au poste. Cela lui aura servi pendant tout le restant de sa carrière qui, notons-le, aurait pu être bien différente. Et ouais, parce qu'en 1980, le soir de la draft, Red Auerbach a réalisé un coup de maître. Contre son first pick, il a récupéré le choix numéro 3 des Warriors qui lui a permis de drafter McHale par la suite, mais aussi Robert Parrish, deux gars disposant d'une place de
choix dans mon top 100. Du génie. Ce que je retiendrai surtout, c'est qu'au fil de sa carrière, l'ailier fort s'est peu à peu imposé comme le meilleur 6e homme de toute l'histoire de la ligue. Il faut dire aussi que son rôle a très vite dépassé celui de simple remplaçant, et ce dès sa saison rookie. Adepte du jeu de haut panier et des actions clutch à l'intérieur, il a durant toute sa carrière fait preuve d'un courage et d'une passion que peu peuvent revendiquer. Lors des finales 1984, alors que Larry Bird lui reprochait d'être trop soft, il commet une énorme faute sur Kurt Rambis à l'origine d'une bagarre générale qui guidera Boston vers le titre. En 1986, toujours en finale, malgré un pied cassé, il joue plus de 40 minutes par match et termine meilleur scoreur de sa team avec quasiment 26 points de moyenne. Le mec souffrait tellement que quand il rentrait chez lui, il devait s'aider d'une chaise pour marcher. Des anecdotes comme ça à son sujet, il y en a des tonnes, et vous l'avez compris, son rôle était phénoménal dans les succès des Celtics. Sa technique au poste est l'une des plus efficaces all-time, et peu de joueurs peuvent revendiquer de bénéficier d'un rapport taille-agilité supérieur à celui que détenait McHale. Croyez-moi, ceux qui ne le considèrent que comme un vulgaire remplaçant n'ont sûrement pas compris grand-chose au basket. On rentre maintenant dans le top 35 avec Rick Barry. Bon, le mec était complètement taré et avait probablement le caractère de cochon le pire de toute l'histoire de la Grande Ligue. J'ai d'ailleurs quelques anecdotes plutôt croustillantes à ce sujet. En 1967, le gars, encore sous contrat, décide de quitter la NBA pour la ABA afin de gagner plus d'argent et de jouer sous les ordres de son beau-père. Là, il connaît des problèmes judiciaires avec la NBA qui l'empêchent de jouer toute une saison. Bon, après, dans la seconde ligue, il y va. Il gagne un titre, mais ensuite, il veut retourner en NBA. Sauf que c'est interdit, il ne veut pas encore être suspendu et le règlement l'oblige à aller jusqu'au bout de son contrat. Il finira donc sa carrière ABA complètement désinvestie en mode je m'en foutiste en enchaînant des déclarations tout aussi sales les unes que les autres. Il fait ensuite son retour dans la Grande Ligue et quelques années après, vexé par ses coéquipiers qui ne l'avaient pas défendu lors d'une baston, Barry, lors d'un match 7 des finales de conférence 1976, a carrément arrêté de s'impliquer pendant tout le troisième quart-temps. Ouais, le meilleur scoreur et franchise player des Warriors avait alors décidé de laisser ses coéquipiers se débrouiller et de ne plus prendre un seul tir. Bien sûr, ça leur coûta la place en finale NBA, abusé comme façon de faire, non? Toutes ces histoires ont en tout cas fait de ce gars l'ennemi public numéro 1 aux yeux des fans de toute la ligue. Mais bon, Rick Barry, ce n'est pas que le joueur le plus susceptible all-time. Le mec est un scoreur de génie, capable de faire des saisons à plus de 35 points par match et de porter presque à lui tout seul sa team vers le titre comme il l'a fait en 1975. Il restera dans les mémoires comme l'un des joueurs les plus adroits all-time, aussi bien dans le périmètre qu'au lancer franc. Car ouais, Barry, avec son geste à la cuillère, façon grand-mère, adorait provoquer des fautes et assurer sur la ligne, quitte à avoir un jeu à gerber au plus grand désespoir des fans. Ça ne vous rappelle pas un certain barbu, ça? Il restera en tout cas, selon moi, la tête de cochon la plus talentueuse que la NBA n'ait jamais connue. Pour la place numéro 34 vient Steve Nash. Je trouve que chez ce gars, il y a pas mal de comparaisons à faire avec Jason Kidd dans sa capacité à rendre ses coéquipiers meilleurs. J'ai l'impression que même moi, j'aurais pu mettre 20 points par match en jouant avec lui. Durant son passage aux Suns, le Canadien a clairement mis des gars comme Amar'e Stoudemire, Sean Marion, Boris Dio ou Leandro Barbosa sur orbite. Alors oui, on pourrait clairement avoir la tentation de placer Kidd devant Nash qui collectivement n'a jamais passé le stade des finales de conférence. Pourtant, je n'ai pas pris cette décision. Déjà, et même si c'est facile comme argument, faut savoir que le Canadien dispose de 2 trophées de MVP, et c'est très lourd. Pourtant, j'entends beaucoup d'entre vous râler à ce sujet et dire que ces distinctions, il ne les mérite pas. Je ne suis pas d'accord car pour moi, ses principaux concurrents ne bénéficiaient pas d'un bilan collectif suffisamment élevé pour pouvoir réellement rivaliser. Après, chacun sa perception, hein, je l'entends, mais moi, perso, j'ai du mal à concevoir qu'un gars, quelle que soit la façon dont il est entouré, puisse être élu MVP alors qu'il n'a même pas mené son équipe au-dessus des 50 wins. Ça, c'est mon avis. Mais bref, je veux ajouter à tout ça la qualité de shoot exceptionnelle dont était capable de faire preuve Steve Nash. Aucune saison à plus de 20 points de moyenne, certes, mais 4 saisons à plus de 50% de réussite au tir, plus de 40% de réussite à 3 points et plus de 90% de réussite au lancer franc. Réussir à boucler une saison comme ça permet d'entrer dans un club très fermé qu'on appelle le 50-40-90 Club. Seuls 9 joueurs y ont accédé dans l'histoire de la Grande Ligue et personne à part Nash n'y a été plus de 2 fois. Alors même si individuellement il est probablement le multi-MVP le moins performant de l'histoire, il mérite quand même selon moi amplement sa place numéro 34. À la place numéro 33, voici John Havlicek, une autre superstar de la Maison Verte. Champion en NCAA et médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Rome, le gars possédait un physique tellement exceptionnel qu'il fut drafté à la fois en NBA et en NFL. Mais bon, en cette année 1962, c'est vers le basket qu'il décide de se tourner et j'avoue que je le comprends. Faudrait pas être bien net pour refuser de rejoindre une équipe des Celtics alors composée de Bob Cousy, Sam Jones et Bill Russell qui restent sur 4 titres consécutifs. Surtout qu'en fait, avec sa jeunesse et sa capacité à courir partout sur le terrain, il a apporté un nouveau souffle à la team de Red Auerbach. Cumuler taille, vitesse et endurance lui donnait un côté atypique complètement indéfendable. Gros travailleur, il a permis à Boston de continuer à gagner et a même remporté par la suite 2 autres bagues malgré la retraite de toute la génération dorée. Je me rappellerai d'Havlicek comme un joueur ultra polyvalent en attaque comme en défense, qui pouvait aussi bien porter la balle que jouer des épaules, mais surtout qui a su évoluer avec son temps. Du statut de jeune fougueux et increvable, il est passé à celui de vétéran calme et réfléchi, tout à fait capable d'encadrer les jeunes. Avec ses 8 titres, il est l'un des plus grands gagnants de
toute l'histoire de notre sport. Mais ce que je retiendrai surtout, c'est qu'il représente un modèle dans l'attitude pour tous les basketteurs du monde. Parlons désormais de mon choix 32, James Harden. Joueur actuel, difficile à classer, avis contraire de votre part, vous connaissez les bails. En fait, je le mets un peu dans le même sac que Russell Westbrook. Le barboudo est soit adulé, soit détesté, et encore une fois, la variété de vos arguments dans les messages que j'ai reçus, où vous voulez le mettre soit beaucoup plus haut, soit beaucoup plus bas, me laisse penser qu'il est à la bonne place. Offensivement, le gars, notamment lors de la saison 2018-2019, a battu des records de fou furieux. Sa campagne, il l'a terminée avec une moyenne de plus de 36 points par rencontre, chose qui n'avait pas été faite depuis le Michael Jordan de 1987. Il a aussi enchaîné 32 rencontres de suite à plus de 30 points, soit la deuxième plus grosse série de ce type de toute l'histoire de la NBA derrière celle de Wilt Chamberlain. L'année d'avant, il est devenu le premier joueur all-time à enregistrer un triple-double avec plus de 60 points inscrits. En fait, je m'arrête là, sinon ça va durer des heures. Des records comme ça, il en a pété à la pelle. Alors ok, on pourrait lui reprocher son côté croqueur, son adresse et sa sélection de shoot parfois suspectes, ou encore sa tendance à conserver la balle limite sur les 20 premières secondes de chaque possession. Avec James Harden, nous avons déjà, alors qu'il n'a que 30 ans, l'un des plus grands attaquants all-time. Après, ouvrons les yeux, il a été énormément taclé pour sa défense et j'avoue qu'il y a de quoi. Sauf que selon moi, depuis au moins 2 ans, il fait le minimum de ce côté-là du terrain. Par contre, ok, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il est loin d'être un expert dans le secteur, c'est clair. Il a des failles et concentre toujours davantage son énergie sur l'aspect offensif que sur l'aspect défensif. Sauf qu'à ce jour, je trouve certains fans beaucoup trop sévères avec lui. Ils ne se rappellent que de ses fails du passé et ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, il y a finalement bien pire. Mais bon, après c'est le jeu, hein, tant pis pour toi James Harden, fallait pas oublier de défendre à l'époque. Je voulais juste dire qu'il fallait probablement traiter ce sujet avec plus de pincettes car tout n'est toujours pas noir ou blanc. Continuons et bien sûr les longs parcours de playoff en tant que franchise player lui manquent à lui aussi. Puis c'est vrai qu'il a été victime de quelques chocs en playoff aussi où il n'a pas du tout autant d'assuré que ce que les fans de Houston auraient voulu. Pourtant perso je trouve que ses résultats collectifs ne sont pas aussi catastrophiques que ce qu'on entend parfois. Beaucoup oublient par exemple qu'il y a 2 ans les Rockets avec 65 victoires finissaient avec le meilleur bilan de la ligue et qu'ils ne sont passés qu'à un tout petit match et une blessure de Chris Paul de sortir les Warriors légendaires de Curry, KD, Clay et Draymond en finale de conférence. Franchement, comme loser, y a pire. Ces résultats collectifs en tant que franchise player, là en vrai, sont l'une des raisons pour lesquelles je classe Harden devant Westbrook. Alors ok, il n'est jamais allé au bout, mais c'est quand même pas rien ce qu'il a fait. De toute façon, maintenant que les deux sont réunis à Houston, à eux de prouver qu'ils peuvent encore grimper dans ce classement all-time. Pour la place numéro 31, il est l'heure de parler de Bob Pettit, le premier MVP de toute l'histoire de la NBA. Le mec est une légende qui dominait par sa taille et sa mobilité dans une ligue où peu étaient capables de le stopper. Après un passage à l'université bien rempli, ce sont les Hawks qu'il rejoint, team à laquelle il restera fidèle pendant toute une carrière longue de 11 ans. Un peu plus tôt, lorsque j'évoquais John Havlicek, je vous parlais des Celtics, ceux qui ont remporté 11 bagues en 13 ans. Et bien le premier titre de cette série, c'était face aux Hawks de Bob Pettit, dans un duel qui se conclut sur un match 7 en double prolongation. C'était épique. Et qui est-ce qui a empêché les Celtics de gagner à nouveau l'année suivante? Je vous le donne en mille, ce sont les Hawks menés par un Bob Pettit incroyable. Le mec, face à Bill Russell, qui certes a manqué 2 matchs à cause de problèmes à la cheville, a sorti des finales à 30 points et 17 rebonds de moyenne, c'est légendaire. À ce jour, il est l'acteur le plus important du seul titre remporté dans l'histoire de sa franchise. Alors ouais, au vu de son niveau, il est exactement le genre de gars qui aurait mérité de remporter plus de bagues dans sa carrière, mais peut-on vraiment lui en vouloir? Pas facile de se retrouver à cheval entre la génération de George Mikan et la génération Bill Russell. Pas grave, les accomplissements qu'il détient sont quand même énormes. Bob Pettit a été un précurseur, mais je retiendrai aussi qu'à ce jour, il est le leader de nombre de MVP du All-Star Game à égalité avec Kobe Bryant. Tout cela mérite bien une place de choix dans mon top 100 all-time. Décidément, dans mon épisode du jour, je laisse beaucoup de place au meneur organisateur, vu qu'à la place 30, je vais parler de John Stockton. Alors c'est sûr, contrairement à Kidd, il n'a pas de bague, et contrairement à Nash, il n'a pas de trophée de MVP. Et pourtant, je le place sans hésiter devant eux. Et ouais, car l'ancien meneur du Jazz, seule équipe qu'il a connue en 19 ans de carrière, est tout simplement le meilleur passeur, mais aussi le meilleur intercepteur all-time en NBA. Franchement, t'as beau être Nash ou Kidd, tu peux pas tester. Avec son acolyte Karl Malone, il a participé à 2 finales NBA, barrées à chaque fois par les Bulls de Michael Jordan. Membre de la Dream Team de Barcelone, il a participé à 10 All-Star Games, était 11 fois All-NBA, mais était aussi un défenseur hors pair. 5 fois dans les defensive teams, Stockton avait la réputation d'être l'un des gars les plus rudes et les plus vicieux sur ses adversaires directs. Ses coudes, croyez-moi, faisaient de sacrés dégâts. Alors après, j'ai lu que certains trouvent que cette place n'est pas suffisante pour un gars comme John Stockton. Je peux l'entendre, c'est vrai qu'être le meilleur passeur et le meilleur intercepteur all-time, c'est pas donné à tout le monde, d'autant plus quand on ressemble à un comptable. Malheureusement pour moi, dans une ligue dominée par les scoreurs, il manque de récompenses individuelles et d'accomplissements collectifs pour espérer plus. La plupart des gars devant lui ont soit des MVP, soit des bagues, soit les deux. Et pour ceux dont ce n'est pas le cas, ils ont réussi à porter leur équipe vers les finales à eux seuls, ou presque, ce qui n'est pas le cas de Stock, qui par son histoire est indissociable de Karl Malone. Il apparaît donc à la toute fin de mon top 30, mais difficile de dire que ce n'est pas déjà hyper impressionnant.
D'ailleurs, en 29, parlons maintenant d'un gars qui, même s'il possède plus d'accomplissements collectifs qu'individuels, est un sacré client, Scottie Pippen. Beaucoup le considèrent comme le meilleur lieutenant de toute l'histoire, et c'est vrai qu'il y a de ça. Mais là-dedans, quelque chose me dérange, le mot lieutenant. Je trouve ça un peu réducteur, car pour moi, ces Bulls c'était davantage un monstre à deux têtes que l'équipe d'un seul homme. Alors ok, c'est Michael Jordan qui a connu les projecteurs, la gloire, les dollars et les paillettes. Évidemment, c'était lui le meilleur scoreur de cette escouade, et c'est clairement à lui que l'on pensait en premier. Mais Pippen, pour moi, représentait le cœur et l'âme de cette franchise. Très bon défenseur, extrêmement athlétique et expert dans la vision de jeu, il n'a jamais rechigné à faire le sale boulot et à évoluer dans l'ombre du numéro 23. Car oui, Scottie est un modèle extraordinaire dans le sens du sacrifice. Né d'un père paralysé à la suite d'une crise cardiaque et issu d'une famille de 12 enfants dont un handicapé, Pippen a très vite appris à vivre d'abord pour les autres. Enfant de la campagne, Pippen a d'abord joué au basket pour s'offrir une bulle de bien-être loin de sa famille. Puis ensuite, il n'a jamais rien lâché malgré les différents refus qu'il a essuyés au lycée. Aujourd'hui, il est champion olympique, n'a plus assez d'une main pour enfiler ses bagues de champion NBA, mais est aussi l'un des joueurs les plus complets que la Grande Ligue ait pu connaître. Le mec est un vrai rôle modèle et je tenais à le rappeler, sans lui, Michael Jordan n'aurait peut-être jamais été son Altesse. Vient maintenant en place 28 un joueur qui aurait pour moi vraiment pu être davantage récompensé au vu du talent dont il disposait, Patrick Ewing. Né en Jamaïque, le gamin n'est arrivé sur le sol américain qu'à l'âge de 13 ans. Jusque-là, le basket était complètement inconnu pour lui. Et là, alors qu'il débarque sur les playgrounds de Boston, c'est le coup de foudre. Son physique énorme lui permet déjà de dunker et même de dominer un paquet d'adultes. Passionné et conscient de son talent, il ne lâche alors jamais rien, taffe comme un fou et surmonte les obstacles un par un. Malgré son accent jamaïcain à couper au couteau, ses difficultés d'élocution et sa réputation d'illettré, il intègre tout de même la fac de Georgetown dont il deviendra une légende. Papa, avant même la fin de ses études, il y fait un cursus complet, dispute 3 finales NCAA et va même jusqu'au titre en 1984. Il est ensuite drafté avec le first pick par les Knicks et deviendra peu à peu le joueur le plus emblématique de la franchise new-yorkaise. Alors bien sûr, il n'a jamais remporté de titre comme Willis Reed ou Walt Frazier. Ok, il n'a même jamais été MVP. Mais l'engagement dont il a fait preuve lors de ses 15 ans passés sous la tunique de la franchise de Big Apple est exemplaire. C'est lui qui a ramené cette team sur le devant de la scène grâce à une présence incroyable des deux côtés du terrain. Auteur de 9 saisons de suite en double-double, il a développé un turnaround jumper signature en ligne de fond complètement létal qui lui a permis de boucler des saisons à plus de 28 points de moyenne par match. Durant son prime, The Beast était intenable et était capable à lui seul de renverser complètement le cours d'une série de playoffs. Il ne lui aura finalement manqué qu'une petite win en 1994 pour s'imposer face aux Rockets et remporter cette bague tant désirée. Peu importe, et même si Dolan ne lui a pas permis de finir sa carrière au Knicks, Pat Ewing reste quand même l'un des joueurs les plus iconiques de l'une des franchises les plus mythiques de notre sport. Et rien que pour ça, je tenais à lui attribuer une place de choix dans mon classement. Pour la place numéro 27 arrive Dwayne Wade. Alors je sais, le mec possède 3 bagues, a réalisé des campagnes de playoffs exceptionnelles et a remporté l'un des trophées de MVP des finales les plus beaux de l'histoire en 2006. Et pourtant, oui, j'assume, je ne le mets pas dans mon top 25. Je vais tellement me justifier que je pense que je vais passer pour un hater, alors que tellement pas en vrai. Wade est un joueur fabuleux en attaque, mais aussi en défense, où il a des qualités d'interception, mais aussi de contre, ce qui est rare pour un arrière. Il a développé une faculté de drive complètement folle et possédait une vitesse hors du commun durant son prime. Ajoute à ça un vrai gène clutch, une capacité à faire jouer les autres, mais aussi l'intelligence de laisser le leadership à LeBron pour faire gagner le 8 en 2012 et en 2013 et tu obtiens une sacrée légende. Néanmoins, je relativise beaucoup de choses et je refuse de le mettre plus haut. Pour moi, Wade manque de trophées individuels, n'a dominé la ligue qu'une seule fois dans une statistique majeure et a trop souvent eu la chance d'être super bien entouré. Alors oui, sa saison 2008-2009 à plus de 30 points par match est belle, mais lors de cette campagne, le Heat a à peine dépassé les 50% de victoire. Pour moi, son climax a clairement eu lieu en 2006, et quel climax! Ceci dit, malgré tous les accomplissements collectifs obtenus par la suite et que je ne veux pas dénigrer, cela me paraît trop juste pour pouvoir grimper dans mon classement. Mais encore une fois, ne me faites pas mentir, Flash demeure un joueur légendaire qui n'a pas accédé à cette 27e place par hasard. Malheureusement pour lui, j'ai juste trouvé 26 joueurs qui, pour moi, disposaient d'une greatness supérieure. D'ailleurs, le premier d'entre eux à la 26e place, c'est Isaiah Thomas. Là, je vous le dis, arrivé à ce niveau du classement, on a limite envie de mettre tous les joueurs dans le top 10. Mais le souci dans le top 10, c'est qu'il y a que 10 places. En ayant été le leader emblématique de l'une des équipes les plus emblématiques de l'histoire, les Bad Boys de Détroit, Zeke fait partie de ces gars qui arrivent réellement à stimuler le désir de le récompenser. De plus, le meneur est l'un des rares joueurs à avoir été titré au lycée, à la fac et en NBA. Seule une médaille olympique manque réellement à son palmarès. Et vous, comme moi, savez qu'au vu de son level sur le terrain, il aurait vraiment mérité une place
dans la Dream Team de 1992. Malheureusement pour lui, Thomas a réussi à faire en sorte de devenir le gars le plus détesté par ses adversaires à cause de son comportement sur le terrain, mais aussi de ses déclarations. Celle qui remettait en cause la sexualité de Magic suite à l'annonce de sa séropositivité n'était pas la plus maligne, par exemple. Du coup, même si c'est bel et bien Michael Jordan qui était à l'origine du boycott du meneur des Pistons, personne ne l'a défendu dans cette team légendaire. Tant pis pour lui, il fallait qu'il apprenne à se faire plus apprécier. Coriace, talentueux et déterminé en attaque comme en défense, Thomas reste tout de même un joueur incroyable. Malgré sa petite taille, le mec n'avait peur de personne, n'hésitait pas à aller défier les grands dans la raquette et pouvait distribuer près de 14 caviars par rencontre comme ce fut le cas lors de la saison 1984-1985 où il a terminé meilleur passeur de la ligue. Il est également l'un des tout premiers meneurs-scoreurs de l'histoire et a dépassé les 20 points de moyenne pendant 5 saisons consécutives. Vous l'avez compris, j'aurais beaucoup aimé le mettre plus haut, mais ce qui m'a décidé à le mettre là, c'est que selon moi, il manque de distinction individuelle. De plus, j'ai davantage tendance à voir les Bad Boys des années 80 comme un réel collectif que comme l'équipe d'Isaiah Thomas. Voilà pourquoi Zeke échoue juste aux portes du top 25. Et ce top 25, c'est avec Kevin Garnett que nous l'entamons. Ce joueur qui se transformait en psychopathe quand il arrivait sur le terrain. Il ne fermait jamais sa bouche, parlait à ses coéquipiers, à ses adversaires, mais surtout à lui-même à tort et à travers pour se motiver. Le mec faisait flipper. Même si KG a pour moi plusieurs fois dépassé les bornes dans son trash talk et ses déclarations, il n'en reste pas moins un joueur hallucinant. Capable à la fois de s'écarter, mais aussi de jouer physique dans la peinture, il était un compétiteur qui ne lâchait jamais rien, en attaque comme en défense. Au final, c'est un peu comme s'il avait eu deux carrières. L'une où il devait tout faire chez les Timberwolves, avec qui il a perdu 7 fois de suite au premier tour des playoffs avant d'accéder au trophée de MVP et au final de conférence en 2004. L'autre en tant que spécialiste du travail de l'ombre chez les Celtics, qui l'a mené vers un titre en 2008 suite à un trophée de meilleur défenseur. C'est presque dommage qu'il n'ait pas réussi à mixer tout ça en emmenant une équipe jusqu'au bout lorsqu'il était à son prime. Oui, je sais, je suis tatillon, mais à mes yeux, son titre aurait probablement eu plus de valeur s'il l'avait obtenu avec les Wolves plutôt que d'avoir à rejoindre Paul Pierce et Ray Allen à Boston. Mais bon, peu importe, il reste un intérieur ultra polyvalent avec un mental hors pair. Cela lui accorde une belle 25e place dans mon top 100 all-time. Pour la suite et la place 24, j'annonce le nom d'Allen Iverson, l'un des gars qui m'a le plus fait rêver durant mon adolescence. Certains pensaient qu'il méritait d'être plus haut, et ça je suis pas vraiment d'accord, je reviendrai là-dessus plus tard. D'autres ont trouvé que c'était pas normal de le voir classé devant Wade et Thomas, et j'avoue que si l'on ne regarde que le niveau sur le terrain, il peut y avoir débat. Wade et Thomas ont connu des succès collectifs, eux, avec Miami et Détroit. Iverson, lui, a davantage brillé individuellement, en remportant un trophée de MVP, mais aussi en terminant 4 saisons en tant que meilleur scoreur de la ligue et 3 autres en tant que meilleur intercepteur. Alors je comprends qu'il puisse y avoir discussion en fonction de si on préfère les accomplissements collectifs ou les accomplissements individuels. La balance aurait même tendance à pencher du côté de Wade et Thomas si on ajoute à tout ça la fin de carrière très compliquée d'AI. Et ouais, après sa saison incroyable en 2001 qu'il a vu accéder au final NBA, sa chute fut lente et douloureuse pour les fans et difficile de dire qu'il est sorti par la grande porte. Et là, vous allez pas comprendre pourquoi je le mets devant ces deux gars. Parce que je le répéterai jamais assez, c'est la greatness que j'évalue. En termes d'influence sociale et culturelle, il est vraiment difficile de faire plus lourd qu'Allen Iverson. Après Michael Jordan, il est devenu le vrai visage de la ligue. Sur les playgrounds, son maillot était partout. Et même, je peux vous dire, pour être allé plusieurs fois à différentes époques au Wells Fargo Center à Philadelphie, que jusqu'à il y a 3-4 ans, le maillot d'Iverson était encore le plus porté par les fans alors que sa retraite datait de 2010. Les cornrows, les shorts extra larges, la culture hip-hop, le handle abusif, toutes ces choses ont encore une place énorme dans la NBA de 2020 et The Answer était le premier initiateur de ces tendances. Son héritage et son influence sont sans limite. Il était l'idole de beaucoup de joueurs contemporains, à commencer par Dwayne Wade, qui ne portait pas le numéro 3 par hasard. Ouais, du haut de son mètre 83, Allen Iverson était un joueur extrêmement attachant qui n'avait peur de rien ni de personne. Son charisme dépassait amplement les bornes du basketball et ça, pour moi, ça méritait clairement d'être récompensé. À la place numéro 23, voici un autre joueur qui a son maillot retiré à Philadelphie, Charles Barkley. Lui aussi fait partie du club des losers merveilleux qui, malgré un talent fou, n'ont jamais remporté de bague. Et même s'il est beaucoup connu pour ses punchlines et sa grande bouche, lui aussi en avait des qualités. Sir Charles, pendant toute sa carrière, a joué avec une agressivité folle. Ses coast-to-coast conclus par des dunks me faisaient rêver. Jamais à l'époque je n'avais vu un intérieur capable de remonter le terrain avec tant de vitesse et de puissance balle en main. C'était sauvage. Avec une taille affichée à 1m98, bien que beaucoup affirmaient qu'il mesurait 2 voire 3 cm de moins, Barkley n'a eu aucun mal à dominer la raquette à l'une des époques où le basket était le plus physique. Sur ses 16 saisons en NBA, il en a terminé 15 en double-double. La 16e, c'était sa saison rookie. Il ne lui manquait que 1,4 rebonds pour accéder à cette marque et le gars jouait moins de 30 minutes. Et en fait, à cette époque, dès le début de sa carrière, Barkley a eu la chance de fréquenter Moses Malone, qui l'a aidé à se forger un mental de guerrier. Cela lui aura valu de remporter un trophée de MVP et de disputer une finale NBA en 1993 sous le maillot des Suns, mais aussi et surtout de devenir à Barcelone le meilleur scoreur de l'équipe la plus iconique de toute l'histoire du basketball. Ça, franchement, au niveau de la greatness, ça vaut bien une bague, selon moi.
Pour la place numéro 22, évoquons désormais le nom du joueur qui a disputé le plus de finales en NBA sans jamais remporter un titre, Elgin Baylor. Décidément, j'enchaîne dans ce club des losers magnifiques. 8 apparitions en finale NBA, 8 défaites, dont 7 contre les Celtics, le pauvre. Et comme si le sort avait voulu se moquer de lui lorsqu'il décida de prendre sa retraite en raison de soucis au genou après seulement 9 matchs disputés lors de la saison 1971-1972, les Lakers accédèrent au Graal. Vous en voulez plus? En 1958, il fut élu MOP du Final Four en NCAA, mais devinez quoi, il a échoué en finale. Ouais, avec Elgin Baylor, on parle probablement du joueur le plus porte-poisse de toute l'histoire de notre sport, mais honnêtement, ce serait assez triste de ne retenir que ça. Lorsque les Lakers sont arrivés à Los Angeles, ce fut lui la première superstar de la ville. Énorme scoreur, il a sorti des saisons à plus de 38 points et 18 rebonds, sa domination était tellement folle, il ne lui manquait vraiment qu'une bague pour la concrétiser. En fait, Baylor n'était peut-être pas le plus aérien des joueurs, mais sa variété de tirs était hallucinante. Il pouvait shooter depuis toutes les distances, dans tous les angles, utiliser la planche, mettre des effets dans la balle et était même suffisamment puissant pour poster des gars comme Bill Russell. En point d'honneur, je me rappellerai de ses 61 points lors du Game 5 des finales 1962. Suite à cette rencontre qui avait permis alors à ses Lakers de prendre l'avantage 3-2 face aux Celtics, le Graal était alors tellement proche. Et malgré un match 7 à 41 points et une moyenne de 40,6 unités sur toute la série, le destin n'a pas voulu qu'il l'obtienne. Tant pis, ça ne l'empêche pas d'avoir une belle place dans mon top 25. Enfin, pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, je donne ma place numéro 21 à Dirk Nowitzki. Alors lui aussi, il donnait clairement envie d'être mis plus haut. Un magnifique titre remporté face aux Heatles en 2011, le premier et le seul de l'histoire des Mavs, mais aussi un trophée de MVP glané en 2007. C'est lourd, d'autant plus qu'aucun joueur européen avant lui n'avait obtenu une telle distinction. Ajoutez à ça une fidélité aux Mavericks pendant toute sa carrière, un fadeaway sur un pied mythique et des sacrifices financiers réalisés pour permettre à Cuban de recruter, et vous comprendrez à quel point Dirk est une légende. Et pourtant, il échoue aux portes de mon top 20. Oui, désolé pour les fans déjà, même si ça donnait envie de valoriser le fait qu'il soit européen, ce serait injuste de faire ça. Et ce, malgré un parcours exceptionnel débuté en D2 allemande à Würzburg. Pareil, même si en FIBA il a mis l'Allemagne sur la carte du basket mondial et que ce n'était pas une mince affaire, il lui manque une médaille d'or pour peser vraiment dans la balance. Tant qu'à faire, j'aurais bien aimé également en NBA qu'il puisse terminer une saison en tant que meilleur scoreur ou en tant que meilleur rebondeur. Ça aurait peut-être pu faire la diff, mais tout ça il est passé à côté. Si je continue, il n'est pas non plus le meilleur défenseur du monde, et cet ensemble de choses prend obligatoirement de l'importance. Alors je sais, je suis sévère, très sévère de souligner tout ça chez une telle légende, mais croyez-moi, je n'ai pas le choix. À ce niveau-là de mon top 100 all-time, il faut bien trouver des arguments pour départager toutes ces icônes. Voilà pour ce qui est de mes places 40 à 21, voilà pour ce qui est du 4ème opus de mon top 100 all-time en NBA. Je vous affiche mon récap là, n'hésitez pas à mettre pause. Et du coup, ceux qui ont fait leur top 100, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me poster vos créations et vos bilans dans les commentaires. Qu'on soit d'accord ou pas, je prendrai un immense plaisir à les lire. Puis quoi qu'il arrive, croyez-moi, j'ai un immense respect pour tous ceux qui ont osé poser leur coronesse sur la table pour se prêter au jeu de cet exercice extrêmement difficile. Alors même si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, montrez-moi ce que vous avez fait, je vous promets que j'y porterai énormément d'attention. Mais bref, comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Et comme promis, c'est un super concours avec Rookie Republic que je vous propose aujourd'hui. Mais avant tout, Rookie Republic, vous connaissez? C'est un shop en ligne spécialisé dans le vintage US tenu par Jonathan, un mec ultra sympa. La boutique vend une tonne de maillots NBA et NFL, mais aussi des tas d'accessoires, tout ça créé par la marque rétro par excellence, straight from Philadelphia, Mitchell & Ness. Mais plutôt que de vous faire de longs discours, autant que je vous montre le colis qu'ils m'ont gracieusement envoyé il y a quelques mois. Ça vous donnera un vrai échantillon de ce que le shop possède. Flashback à une époque joyeuse où personne n'avait encore entendu parler du coronavirus. Flashback. Salut à tous et bienvenue dans ce flashback. Moi je viens de me lever réveillé par la sonnette du facteur. Bon, d'habitude je pense que j'aurais été assez de mauvaise humeur de me faire réveiller de la sorte à 8h du matin quand j'ai dormi que quelques heures à cause de la NBA. Mais là c'était pour m'apporter un colis offert par Rookie Republic et je vous avoue qu'en fait y a pas mieux comme réveil. J'espère que ce colis sera à la hauteur de mes attentes. Alors pour commencer, je vous montre la box quand même. Franchement c'est rare qu'on reçoive des colis aussi beaux. Rien que ça donne super envie de l'ouvrir. Donc je pose ça devant moi et je vais ouvrir ça avec vous. Waouh, il y a l'air d'avoir trop de trucs cool. D'abord, un bonnet Mitchell & Ness des Warriors. Ça me va bien ou quoi? Et histoire d'être sûr de protéger ma tête hiver comme été, voilà maintenant une snapback des Spurs. Exactement la forme que je kiffe porter. Franchement nickel, encore un truc Mitchell & Ness, je trouve ça vraiment cool. Mais je vais quand même continuer avec le bonnet que j'aime beaucoup. Ça me donne un petit côté casseur-flotteur dans Maman j'ai raté l'avion. Mais maintenant j'ai l'impression qu'il y a les plus beaux produits de ce colis. Et d'abord un incroyable maillot de Jerry Rice, le légendaire receveur des 49ers. Enfin j'y connais pas grand chose en
football américain, mais ça je le sais au moins, je pense pas me tromper là-dessus. Franchement, il tue, c'est dément, encore du Mitchell & Ness, pareil, je vais l'essayer de suite. Yep, la classe, non, entre le bonnet des Warriors et le maillot des 49ers, je suis San Francisco de la tête aux pieds. Wow. La qualité est folle encore, Mitchell & Ness, ils font vraiment des bons produits. Ah, et du coup, apparemment, ils me connaissent bien, ils savent que je suis un grand collectionneur de cartes. Du coup, ça tape dans le mille. 2 cartes des Sixers, une des Warriors, une carte de Charles Barkley, une carte de Maurice Cheeks, une carte de Chris Mullin. Je regarderai si je les ai pas déjà et je rajouterai ça avec trop de plaisir dans ma collection. Vraiment là, tout ça, tout ce que j'ai reçu, c'est du old school comme j'aime, à l'image de cette boutique Rookie Republic. Et enfin, clou du spectacle, ce maillot old school d'Allen Iverson. C'était avec celui-là qu'il avait fait la couverture de Sports Illustrated. Toujours du Mitchell & Ness, toujours de la qualité incroyable, franchement merci Rookie Republic. Des cartes, des maillots, un bonnet, une casquette, voilà un bon échantillon de tout ce que vous pourrez trouver dans cette boutique. Donc avant de revenir dans le studio, je vous conseille tous d'aller faire un tour sur le site de Rookie Republic. Many months later. Franchement, c'est lourd, non? Le maillot de Jerry Rice, je l'ai tellement porté depuis. Mais bon, histoire de vous faire croquer un peu à vous aussi, c'est un bon d'achat de 45 € qu'on met en jeu aujourd'hui. Alors pour les remercier, je vous invite à leur donner un gros follow sur Insta, mais aussi à aller voir sur leur site toutes les choses incroyables qu'ils ont en stock. Leur inventaire est à la fois original et complet, je kiffe. Mais bref, revenez sur terre un peu, car ce ne sera pas si simple de gagner le bon d'achat. Pour avoir une chance d'être tiré au sort, il faudra tout d'abord répondre correctement à une question que voici. Quelle fut la dernière équipe dans laquelle Patrick Ewing, dont vous pourrez retrouver le maillot sur le site de Rookie Republic, a évolué avant de prendre sa retraite? Vous avez la réponse, dépêchez-vous de la mettre en commentaire. J'annoncerai le nom du grand gagnant dans une vidéo qui sera publiée dès la fin de la semaine prochaine. Pour ne pas rater ça, une seule option, abonnez-vous juste en bas là. Et surtout, activez la cloche en sélectionnant toutes les notifications. C'est hyper utile et c'est le seul moyen d'être certain de ne rien rater de mon contenu. Ce serait quand même dommage de savoir que vous êtes le grand vainqueur mais que vous passez à côté de ça parce que vous n'avez pas vu la vidéo dans les temps. Bref, pour garder un lien avec la NBA, participer à des quiz de tout niveau, débattre avec la communauté et suivre mon top 100 all-time au quotidien, c'est sur Basket Info, Discord et Instagram que ça se passe. Il y a les logos là un peu partout, mais je mettrai aussi les liens de tout ça en description bien sûr. Et pour finir, vous connaissez les bails, lâchez-moi un énorme pouce bleu si comme moi vous êtes super hypé à l'idée de voir la vidéo finale de mon top 100 all-time. Ça arrive très bientôt et ça permettra de définir qui selon moi est le GOAT. J'ai trop hâte. À très vite.